Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour une nouvelle semaine sur Alta Frequenza et nous sommes en compagnie de Michel Allal Volterra. Bonjour, bonsoir, pardon. On va parler un petit peu de médias, en tout cas de télévision. On va parler des prémices de la télévision. On va essayer de faire une petite remontée dans le temps et on va parler finalement de cette création, de cette mise en place de la télévision en France dans les années 50. Dans les années 50, ça a commencé... ça a commencé à piétiner, donc c'était après la guerre, et à partir de 52-54, il y a eu les premières émissions qui partaient de la Tour Eiffel, donc le gouvernement à l'époque avait lancé ça, et ça dépendait des postes de télécommunications. Il n'y avait pas encore de ministre de l'information, il n'y avait pas de grands dispositifs. Ça arrivera plus tard sous De Gaulle, le ministre de l'Information. Il n'y avait pas de chaînes et tout ça. Donc à l'époque, c'était des petites émissions qui étaient comme ça diffusées, des petits bouts d'émissions dans la journée et le soir surtout. Il y avait un film, il y avait un mini-journal qui n'était pas vraiment un journal télévisé, c'était plus un journal radio. Et les gens, n'étaient pas nombreux. Hein. D'abord, les postes de télévision n'existaient pas en nombre. Déjà, ils n'étaient pas fabriqués énormément. Jusqu'aux années, à peu près aux années 60, 61, où on a commencé à peupler la géographie de la France d'émetteurs. Et parce que c'était ça, hein, le gros problème, c'est l'émetteur. Hein, il faut que ça parte. On disait justement que dans les années 50, il y avait 3 émetteurs principaux. Donc il y avait Paris, il y avait Lille, et un troisième, je crois, dans la région lyonnaise, il me semble. Ça, ouais. On voit donc finalement que la télévision, c'était un média à impact limité. C'était très limité parce que de toute façon, personne n'imaginait ce que ça allait, par exemple, devenir aujourd'hui au niveau politique et au niveau force de divertissement ou d'information, tout ça. Donc, à l'époque, c'était un petit truc, on ne savait pas du tout ce que c'était. Ils essayaient de faire à la télévision un peu la copie de la radio, et la radio n'était pas aussi non plus, il n'y avait pas de postes d'émissions nombreuses, mais on recevait beaucoup plus facilement la radio que la télévision, forcément. Et ça s'appelait le poste parisien, qui était l'émetteur principal à Paris, et le poste parisien était sur les Champs-Élysées, et il y avait comme ça une dizaine de personnes qui fabriquaient des émissions de radio, surtout de l'information en fait. Il n'y avait pas de divertissement, il n'y avait même pas de météo même. Donc c'était vraiment tout petit. Et dans les années 60, ça a commencé, la plante a commencé à pousser. Il y a un événement aussi qui est souvent dans l'historiographie souligné, c'est le couronnement de la reine d'Angleterre. C'est là qu'on s'est aperçu aussi un peu de l'impact du média télévision. Ça a été vraiment les débuts de la télévision en direct. Et la télévision en direct, à l'époque, avait même, par rapport à aujourd'hui, un impact et un symbole beaucoup plus fort, parce que quand on disait en direct, c'est qu'on voyait vraiment ce qui se passait. Et il y a eu donc cette fameuse émission qui était donc produite par la BBC et qui était commentée par Léon Zitrone. Les débuts de Léon Zitrone, c'était ça, hein. Ça a explosé. Et là, on a fait la connaissance, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Léon Zitrone avec sa capacité extraordinaire à raconter l'histoire. Et non seulement à raconter l'histoire, mais à superposer l'histoire et ce que les gens voyaient à l'image. Et ça, c'était quelque chose de magique. C'était ça le premier truc du direct de télévision. Ensuite, Pierre Sabag a fait toute une série de directs. Et il a fait les premiers grands directs qui étaient quelque chose d'extraordinaire quand on repense aujourd'hui, d'un train, par exemple, un train qui roulait dans la campagne française, et Pierre Sabag faisait son commentaire en direct. C'était la première fois qu'on faisait ça. On a fait aussi l'escalade de la Tour Eiffel en direct, donc ça a été filmé avec des hélicoptères et tout, et ça c'était vraiment la vie, c'est-à-dire le direct en télévision, c'est ce qui se passe vraiment au moment où les gens regardent. Et ça a été une découverte fantastique pour le téléspectateur.
Si on parle un peu de contenu, comment on qualifierait le contenu de ces années-là? C'est un contenu informatif avant tout. Il y a aussi un peu, peut-être dans ces débuts de la télévision, une volonté d'avoir un contenu didactique, c'est-à-dire d'enseigner des choses, un rôle pédagogique. Alors petit à petit, c'est venu. Au début, ça n'était pas du tout... la mission, c'était pas du tout une mission pédagogique comme on la conçoit aujourd'hui. C'était essayer de montrer... D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, c'était Pierre Desgroupes qui avait inventé le terme, la phrase, c'était une fenêtre sur le monde. Une fenêtre sur le monde, c'était, voilà, vous êtes là chez vous, tranquillement, et vous pouvez voir ce qui se passe en direct, parce qu'en fait, pour la plupart des émissions, c'était vraiment du direct, ce qui se passe en Angleterre, en France, en Bourgogne, à Marseille, tout ça, et c'était la vie telle que vous pourriez la voir si vous vous déplacez, et comme il n'y avait pas justement les facilités de déplacement ou de voyage, c'était quelque chose de... On était transportés, on était télétransportés sur des lieux où se passaient des événements. Merci beaucoup Michel Volterra, on se retrouve demain évidemment, votre compagnie, pour continuer à évoquer cette histoire. À demain, au revoir. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale. Nous sommes mercredi, nous sommes en compagnie de Michel Volterra. Bonsoir. Bonsoir. On va parler un petit peu des pionniers. Hier, on a parlé de ce contexte des débuts de la télévision. On va parler des pionniers. Quelles sont ces grandes figures? On a évoqué un petit peu hier Léon Zitrone, mais ces figures qui finalement vont construire cette télévision des années 60 voilà, aussi. alors il y avait, comme je disais hier, il y avait une dizaine de personnes qui étaient concernées. C'était des jeunes fous malades de la radio, de l'invention, de la transmission de l'information, mais avec un petit i, de l'information, de ce qui se passe. Il y avait donc Pierre Sabag, il y avait des gens comme Jacques Anjoubeau, il y avait des gens comme Michel Vacquevitch. Tout ça, ce sont des noms que personne ne connaît aujourd'hui, même à l'époque, on ne les connaissait pas tellement. Et on voyait, on connaissait ceux qu'on voyait à l'antenne. C'était donc notamment Pierre Sabag, qui présentait le journal avec Delagrange. C'était les deux présentateurs du journal. Ensuite, il y avait Pierre Tchernia qui commençait. Pierre Tchernia était le grand reporter de cette équipe de 10 fous. Et Pierre a commencé à faire des reportages un peu partout en France, toujours avec ce principe du direct. Et voilà, donc c'était une petite équipe. Et cette petite équipe, tout d'un coup, a compris qu'il fallait diversifier. Donc ils ont décidé de faire d'une part de l'information, d'autre part de la connaissance. La connaissance, c'était des émissions littéraires comme Lecture pour tous, comme les conteurs et tout ça. Donc c'était Pierre Dumayet, Pierre Desgroupes, Pierre Lazareff, qui après allaient créer la fameuse grande émission qui a passionné tout le monde, qui s'appelait 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une a été une sorte de transfert de cette émission de connaissances qu'ils faisaient, une émission littéraire, et ils ont dit, mais pourquoi on ne fait pas un journal télévisé? Et donc ils ont créé le premier journal télévisé. Après, ces journaux télévisés ont eu des présentateurs célèbres, d'abord Léon Zitrone, bien sûr, Pierre Tchernia, puis il y a eu les débuts de Joseph Pasteur, qui présentait le journal. Après, il y a eu des gens comme Jean Lanzy, puis Étienne Moujotte. Bon, c'était les premiers dans les années 60. Et ces gens-là ont commencé à être passionnés et à transmettre leur passion de l'information aux téléspectateurs qui regardaient aussi des événements extraordinaires, notamment grâce à 5 colonnes à la une. Justement, est-ce que pour ces premiers pionniers, partir dans le domaine de la télévision, c'était partir à l'aventure, puisqu'on ne savait pas finalement quelles allaient être les retombées de ce média? Ah oui, c'était d'abord, avant tout, c'était une aventure technique.
parce que c'était quelque chose de magique. On sortait d'un petit boîtier comme ça, qui était une caméra de direct, qui passait avec des câbles, avec des grosses caméras énormes. Hein. Quand on voit les caméras et quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec un iPhone, c'est vrai que bon, les caméras de l'époque, bon, et ça c'était les premiers moments de l'aventure, c'était la technique. Parce qu'eux-mêmes étaient bluffés par ça. Hein. Ils ne comprenaient pas. C'était des techniciens de la radio qui avaient trouvé tout ça, tous ces systèmes de transmission. Et donc, c'était l'aventure. Et quand ils ont eu l'outil, ils sont partis après à l'aventure de la connaissance. Et c'est là où ça devenait intéressant, parce que cette connaissance, ils la transmettaient. Et ils ont commencé à raconter des histoires vraies de ce qu'on peut trouver dans la nature, dans les interviews avec des personnalités, avec des personnages et tout ça. Et petit à petit, ça a grandi la connaissance, jusqu'à faire des émissions comme des émissions théâtrales, des émissions littéraires. C'était surtout de littéraire à l'époque, parce qu'on était encore dans le système de la lecture et tout. Donc voilà, Pierre Dumayet et Pierre Desgroupes qui présentaient le magazine Lecture pour tous, l'ancêtre de Bernard Pivot, hein, en fait. Hein. Et donc, voilà. Et les gens regardaient ça comme une sorte de messe, en fait. C'est-à-dire qu'ils écoutaient et ils apprenaient des choses. Ils apprenaient beaucoup plus, grâce à l'image, que ce qu'ils pouvaient voir dans les bouquins. Merci beaucoup Michel Lalal-Volterra. On se retrouve en votre compagnie demain pour notre avant-dernière émission de la semaine consacrée à cette thématique des débuts de la télévision. À demain. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Michel Lalal-Volterra. Bonsoir. Bonsoir. On a parlé des pionniers, on va parler un petit peu de ces grandes émissions. On a évoqué brièvement 5 colonnes à la une dans cette thématique évidemment des débuts de la télévision. Une émission aujourd'hui, on pourrait presque la rapprocher d'Envoyé spécial. C'est un petit peu l'ancêtre de ce type d'émission. Largement. Oui, mais... Avec des sujets engagés déjà pour l'époque. Oui, mais bon, si, c'est vrai, on en reparlera peut-être autrement et d'autres jours, mais aujourd'hui, les gens sont blasés. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, la guerre en Irak, pratiquement en direct, des morts, des explosions, des avions qui partent, des trucs comme ça. Bon, les gens sont blasés, on a même l'impression que, quand on regarde ça, que c'est du cinéma ou de la vidéo. À l'époque, c'était quelque chose de tellement prenant que les gens étaient scotchés sur leur siège. Donc, 5 colonnes à la une, c'était des reporters comme Michel Honorin, par exemple, ou... je me souviens plus du nom d'un garçon qui était parti et qui a été d'ailleurs fait prisonnier au Congo avec son équipe. Voilà, ils partaient et tel Stanley Livingstone, ils allaient découvrir l'Afrique, l'Inde, tout ça, et ils rapportaient de vraies pépites d'or, d'informations. Et les gens regardaient ça parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voyager et de voir tout ça. Donc il y avait à la fois les événements politiques, mais c'était aussi des connaissances géographiques. Donc le journaliste, à l'époque, n'avait pas du tout cet aspect presque directif des journalistes d'aujourd'hui qui montrent et qui décident qu'on va vous montrer plutôt ça que ça, parce que ça fait bien, politiquement correct et tout ça. À l'époque, c'était ouvert totalement, parce que même le journaliste, en fait, il découvrait. Donc c'était, voilà, pour lui, il découvrait et il envoyait ses cartes postales. En fait, l'équipe rentrait, il fallait développer la pellicule, il fallait monter, c'était compliqué, hein, je veux dire, c'est pas comme la vidéo aujourd'hui. Donc c'était vraiment une aventure totale, c'est-à-dire quand on partait en reportage, moi j'ai eu la chance de faire partie des derniers reporters de 5 colonnes à la une. Quand on partait en reportage, on avait l'impression de partir sur la Lune, quoi. Hein. C'était ça, cette impression. Et on était content parce qu'on apportait
pour le téléspectateur quelque chose de très concret. Puis on était sur du temps long, c'est-à-dire qu'en fait, un reportage, il fallait le mûrir, il fallait le travailler beaucoup plus longuement, le montage était plus long. Oui, on montait pratiquement, il fallait pour un reportage de 20 minutes à 5 colonnes à la une, il y avait pratiquement 15 jours de montage, hein, donc c'était pas... Aujourd'hui, on monte un sujet pour le journal en 1 heure, donc voilà, c'est pas... Avec la même composante, à la limite, on peut dire. Hein. Mais bon, il y avait 15 jours de montage, d'abord parce que c'était mécanique le montage, c'est-à-dire de la pellicule. La pellicule, il fallait la couper. Et puis, il fallait faire le storyboard de toutes les séquences qu'on avait découpées. Et puis, après, il fallait coller dans l'ordre où le journaliste voulait monter son sujet. Il fallait couper avec un morceau de scotch. Avant même, on montait avec de la colle. C'est-à-dire qu'on rapprochait les 2 bouts de la pellicule et on mettait de la colle. Des collures d'ailleurs qui de temps en temps se cassaient à la projection, donc ça faisait des incidents techniques. Les premiers incidents techniques, c'était ça en fait, hein, parce que le film se cassait ou le film se brûlait sur le projecteur, parce que la pellicule n'était pas inifugée, et donc voilà, donc on avait ces choses-là. Donc il fallait un temps infini pour monter, après il fallait mixer. On mixait le son, on mixait les interviews, on mettait beaucoup de sons d'ambiance parce qu'on ne prenait pas de son direct, vraiment. Et on mixait le son d'ambiance et on rajoutait de la musique. Donc il y avait un métier qui était extraordinaire qui s'appelait l'illustrateur sonore. Et l'illustrateur sonore regardait le reportage une fois et puis il essayait de trouver des disques de musique qui correspondaient à la séquence qu'il avait regardée, et on mélangeait la musique avec le son d'ambiance, parce qu'on ne prenait pas toujours des sons directs. Il n'y avait pas de caméra qui prenait du son à l'époque. C'était des petites caméras, des Bellowell, où on tournait en muet. Et c'est pour ça qu'on était obligé de mettre de la musique. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral et nous sommes en compagnie de Michel Lalal-Volterra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous évoquons avec vous les débuts de la télévision. On a parlé un petit peu finalement des pionniers, des émissions. On peut évidemment rappeler que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.com/Corsica en vidéo et en podcast. Et on va parler aujourd'hui finalement de ce tournant des années 60. Oui, c'est là où tout le patrimoine des premières années de la télévision a commencé un peu à tourner au vinaigre, parce que dans le monde économique, social et politique de la France, ça commençait déjà à tourner un peu. C'était les débuts du septennat de Gaulle, et De Gaulle avait envie d'avoir la mainmise sur la télévision, parce qu'il avait compris que c'était une arme extraordinaire déjà, et il a voulu donc récupérer ce pouvoir de transmission vis-à-vis du téléspectateur pour faire peut-être passer des messages. Je ne sais pas ce qu'il pensait vraiment, mais je pense que c'est ça qu'il avait compris. Il était très intelligent et il avait, lui, pendant la guerre, tellement compris la propagande nazie et comment tout était fabriqué dans le cinéma allemand et dans l'information des radios allemandes, qu'il avait compris cette puissance de l'information radiophonique et télévisée. Et donc, il s'est dit, mais pourquoi laisser passer ce pouvoir et autant l'utiliser comme vecteur pour expliquer. Au début, c'était presque innocent, on va dire, entre guillemets. Il voulait que, en fait, ce qu'il pensait ou ce qu'il voulait pour la France soit transmis par ce moyen de la télévision. D'où la création de l'ORTF à l'époque. Non, bien avant, parce que ça s'appelait toujours la RTF. Hein. Non, l'ORTF. Non, au moment de la l'arrivée de création, De Gaulle, ça s'appelait la RTF. Après, en 62,
il y a eu la création de l'ORTF. Et il y a eu donc l'impact du ministère de l'Information. De Gaulle a créé le ministère de l'Information. Et le ministre de l'Information de l'époque, si je ne m'abuse, devait être Monsieur Perfit. Oui. Et Alain Perfit, donc, était celui qui allait installer un système de ce qu'on appelle, on appelait à l'époque le SLI, le service de liaison interministérielle, où les premiers attachés de presse des ministres se réunissaient pour transmettre la bonne parole des ministres et du président de la République. Et le SLI, qui était donc une extension de Matignon à l'époque, le SLI transmettait au directeur général de l'ORTF ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Et bon, tout ça se passait relativement bien, parce que l'état d'esprit des gens n'était pas encore aguerri, et on n'avait pas peut-être dans la population compris cet impact de, bon, je veux dire un mot fort, de l'intox gouvernemental, hein, donc, et donc ça se passait bien au début, jusqu'au moment où il y a eu les événements de 68. Et en 68, je me souviens, moi j'étais un reporter caméraman, et on partait sur le boulevard Saint-Michel et tout ça pour tourner les manifestations, faire des interviews d'étudiants et tout ça. Moi j'ai eu la chance, mais sans le savoir, de faire le tout premier reportage des événements de 68, où j'étais envoyé parce que bon, il y a une dépêche qui était tombée en disant qu'il y avait de l'agitation à la Sorbonne, d'élèves qui faisaient une sorte de grabuge, tout ça, mais on ne comprenait pas, on ne savait pas que c'était encore les manifestations étudiantes. Donc on est parti avec une équipe et on a tourné à la Sorbonne, et là on a vu effectivement que dans les amphis, tout ça, ça commençait à gronder. C'était le premier reportage des événements de 68. Ça c'était le matin. L'après-midi, une autre dépêche tombe en disant que à Nanterre, il y avait commencé à s'agiter à la faculté de Nanterre, les étudiants et tout ça. On s'est dit, bon, ça va continuer. On est reparti, on a fait. Donc. Et tout d'un coup, le fait même de passer ces images à la télévision, ça a donné l'idée aux étudiants d'utiliser eux aussi le vecteur de la télévision pour faire passer leur message. Donc ils étaient là et ils appelaient la rédaction sans arrêt pour dire, ben voilà, on peut vous donner une interview, on peut expliquer pourquoi on fait grève, pourquoi machin. Et donc c'était une guerre, c'est devenu une guerre décommuniquée, c'est devenu une guerre des interviews, et il y a eu la grosse explosion, la fameuse nuit de la rue Soufflot en 68, et là, donc, toutes les radios, toutes les télévisions, et Perfit a décidé qu'on ne passerait plus les images de ces manifestations. Alors, ça a commencé à gronder dans la rédaction, et en disant, mais voilà, on fait notre boulot, on va même des fois prendre des risques, parce qu'on risque de prendre des pavés sur la tête pendant qu'on tourne les reportages, on risque de se faire taper par les CRS, et on n'admet pas que nos reportages ne passent pas à l'antenne. Et après, on a entamé ce qu'allait devenir la première censure politique à la télévision. Et ça, on en parlera la semaine prochaine en votre compagnie. Merci beaucoup, Michel Halal Volterra. Au revoir.